C'est l'heure de jaser avec notre chroniqueur économique Vincent Geloso, professeur au George Mason University, économiste senior à l'Institut économique de Montréal. Ce gars-là a même pas le temps de prendre des vacances. Comment ça va, Vincent? Comment ça va, toi? Ah, ça va très, très bien. Ça va. Écoute, il a mouillé toute la fin de semaine, là, nous autres, mais on va s'en sortir. Écoute, je trouve ça intéressant ton sujet parce que je trouve qu'on se penche pas suffisamment sur le cas de l'Argentine. On sait que l'Argentine a quand même élu Javier Milei qui a fait énormément jaser, mais on dirait que depuis, avec la hache puis la chainsaw, depuis ce temps-là, on en parle beaucoup moins dans les médias. On en parlait beaucoup quand c'était le temps de parler de controverses puis que le monsieur était saucé puis il était spécial puis il était très coloré. Mais, tu sais, j'aimerais des fois avoir un petit suivi. Ça marche-tu son plan, M. Milei? Pour faire un court résumé, ça marche même mieux que les plus optimistes de la gang disaient. Puis j'étais un des plus optimistes quand ça a commencé. L'impression que j'allais avoir, c'est que 2024 allait être une année avec très peu de croissance et que ce serait 2025 qui allait marquer le début du retour. La croissance a été nettement au-dessus des projections, tant en 2024 que les projections actuelles sont très importantes. Et c'est parce que il y a eu deux ensembles de réformes qui ont été faites. La première, c'est une série de déréglementations. La deuxième, c'est une politique fiscale assez austère. Et c'est incroyable comment ça a contribué. Et ça n'a même pas encore inclus les réformes monétaires qui devraient être faites. Honnêtement, je suis très, très heureusement surpris de voir le retournement de situation qu'il y a présentement en Argentine. Quand même spécial qu'on n'en parle pas beaucoup, là, parce que si on a vraiment à faire avec quelqu'un qui a trouvé une bonne recette, je trouve qu'on le publicise pas beaucoup. Attends, faut quand même se souligner une chose. L'Argentine est dans une situation où c'est difficile de faire autre chose que ça, là. Ouais. Tu veux pas te rendre à la situation de l'Argentine pour faire des réformes, parce que, puis on va probablement le découvrir plus tard. C'est mieux de faire des réformes sans y aller dans l'urgence et dans l'immédiat, avec une thérapie de choc, que d'y aller graduellement, de manière pensée, réfléchie et de coopter les gens dans le processus de réforme. Ça fait en sorte que les réformes durent plus longtemps, c'est très important. Mais c'est clair que dans les résultats immédiats, c'est beaucoup plus positif que même moi je pensais, même si idéalement, je préfère qu'on fasse des réformes beaucoup plus avec pédagogie que de dire, l'urgence implique que on doit passer toute la hache comme ça. J'aime beaucoup, de toute façon, puis tu le sais, je l'ai déjà dit, mais j'aime beaucoup ton approche posée, réfléchie, pédagogique. Je comprends que dans le meilleur des mondes, on dirait que l'humain est pas adapté à ça. On dirait que le seul moment où on est capable d'abdiquer puis de dire, OK, on va faire quelque chose, c'est quand on arrive dans le mur. C'est parce qu'ici, là, on se parle à toutes les semaines, Vincent. D'après moi, on pourrait déjà avoir songé il y a plusieurs années à enligner un plan comme ça, là, essayer de se dire, on va poser des bases stratégiques réfléchies pour le futur, mais les politiciens carburent à l'émotion du monde, puis le monde, des fois, ils trouvent que ça va pas bien, mais ils trouvent que ça va bien. Fait qu'on y va, puis on continue, puis on promet, puis on dépense. Je suis pas aussi pessimiste que toi, parce qu'on en avait parlé un peu quand les libéraux au fédéral avaient fait avec Paul Martin la réforme des finances publiques. Ça avait été fait exactement comme je te le décrivais, d'une manière pédagogique, posée. Et le Canada, malgré que la situation fiscale était pas enviable au moment, elle était à des milles et des kilomètres de ce que l'Argentine vit. Donc, l'idée qu'il faut qu'on rentre dans un mur, je pense pas que c'est nécessairement vrai. On a plus tendance à observer les cas de rentrer dans un mur. Mais il y a eu des cas on est allé dans la mauvaise voie puis on a rebroussé chemin. Je pense que c'est possible. Donc, je suis pas aussi pessimiste que toi. Souhaitons que tu aies tort, en gros, parce qu'il ne veut pas se rendre
Je le souhaite tous les jours, Vincent. Je souhaite tous les jours que quelqu'un me dise que j'ai tort en me le prouvant. J'aimerais vraiment ça. Mais regarde, puis c'était le nœud de notre sujet aujourd'hui. Là. On a jasé un peu de l'Argentine, mais on va parler d'une mesure en particulier parce qu'on a déjà fait ici avec toi, d'ailleurs, le constat puis l'analyse de notre système d'aviation au Canada. Tu sais, la façon dont les aéroports fonctionnent. Puis tu nous avais donné un paquet de séries de trucs qu'on pourrait faire dès maintenant, justement, de façon réfléchie et posée, qui pourrait faire en sorte que les prix baissent, que ça aille mieux, que ce soit plus efficace. Et là, on apprend que c'est quand même un décret qui a été annoncé à la fin de l'année dernière, mais qui rentre aujourd'hui en vigueur. C'est ce que tu me disais pendant la pause. L'histoire des vols intérieurs. En Argentine, ils ont décidé que ça allait être de la vraie compétition. Exactement. Donc, en fait, l'Argentine, avant aujourd'hui, ressemblait au Canada en termes de réglementation. C'est-à-dire que si tu étais Air France, disons, tu ne pouvais pas faire de service entre Bariloche et Buenos Aires. Tu ne pouvais pas faire de service entre ces deux villes-là avec une compagnie étrangère. Il fallait que tu aies une compagnie argentine qui avait un pourcentage d'employés argentins. Donc, ça peut même pas être des employés étrangers en plus. Okay. Il y avait un paquet de restrictions comme ça. Et il ne pouvait pas avoir de partnership entre une compagnie locale et des partenaires étrangers. Il fallait que les actionnaires soient largement argentins. Bien, aujourd'hui, l'Argentine a enlevé ces restrictions-là. Air France peut faire du service entre n'importe où. Donc, ça serait l'équivalent au Québec que tu pourrais prendre Alitalia pour aller de Edmonton à Toronto. Tu pourrais prendre Lufthansa, la compagnie allemande, entre Vancouver et Montréal. Je ne sais pas pourquoi tu irais à Vancouver, mais d'accord. Tu pourrais prendre tu pourrais prendre n'importe quel transporteur aérien, en gros, et tu aurais une augmentation du service parce que ça serait plus juste réservé à Air Canada et aux autres firmes qui sont largement canadiennes. Et le résultat, parce qu'on a quand même des littératures qui nous permettent d'approximer, ça serait quoi l'effet de permettre cette ouverture du marché? Les prix baissent. Et les prix baissent beaucoup. D'ailleurs, aux États-Unis, les prix baissent aussi. Je sais pas, les gens nous disent parce que les Canadiens vont plus aux États-Unis. Là, j'en doute. Là. Je pense qu'il y a autre chose là-dedans. Je sais pas. Non, aux États-Unis... La baisse les prix aux États-Unis ont toujours été plus bas depuis les années 70. Puis ça, c'est parce que le marché américain, A, est très gros et B, est un peu moins réglementé que le Canada à plusieurs aspects. Donc, les prix ont pu baisser. Le Canada, parce que tu restreins le marché à 30 millions de personnes à toute fin pratique, ben, tu te retrouves avec des prix plus élevés, puis en plus, tu réduis la compétition. Donc, pas super ce qu'on a. Mais dans les dernières années, le changement dans les prix, donc pas le niveau, le changement s'explique par le fait que les États-Unis, effectivement, ont une baisse de la demande qui fait en sorte que les prix sont plus bas qu'ils l'étaient avant, mais plus bas qu'ils l'étaient avant relativement aux États-Unis. Relativement au Canada, le prix pour des courses comparables, donc des paires de villes comparables, ouais. C'est toujours moins cher aux États-Unis. Mais tout notre ficelage de réglementation a clairement à voir là-dedans. Puis en même temps, tu me racontes l'histoire de l'Argentine. Je me dis, bon, écoute, tu rouvres la compétition au complet. Là. Donc, United Airlines peut venir faire du Calgary, Ottawa, pas de problème, installez-vous, il n'y a pas de trouble. Mais là, ça va crier ici. Là, je veux dire, cette réglementation-là... Il faut quand même souligner que ça devrait être Ottawa-Calgary, là, parce que je ne comprends pas pourquoi tu voudrais aller à Ottawa, encore une fois. J'ai droit de tapocher certaines villes canadiennes pour le reconnaître. Amuse-toi, il n'y a pas de problème. Mais c'est clair qu'à l'interne, puis même pas juste au gouvernement, là, les compagnies canadiennes vont pas aimer ça, là, c'est sûr. Les compagnies établies canadiennes, oui. Donc, probablement Air Canada, c'est une des firmes qui aimerait le moins ça. Mais toutes les autres petites firmes qui pourraient faire des partenariats avec des firmes étrangères, il n'y a rien qui empêcherait, par exemple, de dire, ben, je vais faire donc, disons que je suis un petit transporteur local, parce qu'il y a quand même un grand nombre d'entreprises au Canada. C'est juste qu'il y en a plusieurs qui ne peuvent pas augmenter la taille de leurs activités. Ils pourraient, par exemple, faire des ententes avec American Airlines, donc qui amènent des gens de, disons, Red Deer en Alberta à Calgary. Et ensuite, American Airlines prend quelqu'un de Calgary à Toronto. Donc là, tu pourras avoir des alliances comme ça qui se font, donc des partnerships entre des compagnies. Donc, ça pourrait permettre à même des plus petites firmes au Canada d'augmenter leur volume de services. Ça serait vraiment très bien comme résultat parce que
Et ça veut dire des baisses de prix. Ça veut dire que les prix sont beaucoup plus bas pour les consommateurs qu'ils ne le seraient autrement. Alors, je pense que je pensais jamais dire ça à aucun moment dans ma vie, mais il faut copier ce que l'Argentine fait. Ouais, mais je suis pas sûr qu'on va... C'est pas une phrase que j'aurais dit en 2001, ça. Non, ça, je suis convaincu. Mais je regarde les compagnies au Canada qui font du vol intérieur. Il n'y en a pas tant que ça. Hein? Puis ça, c'est l'autre point. À toutes les fois, on dirait qu'en émerge une, soit est avalée par WestJet ou Air Canada, ou soit fait faillite. Donc, clairement, il y a quelque chose... Je comprends que le territoire est grand et qu'on n'est pas très peuplé pour la grosseur de territoire qu'on a, mais... Ça, j'ai toujours trouvé que c'était un argument un peu factice parce que, oui, OK, le Canada est un grand pays, mais la plupart des gens vivent pas où est-ce qu'il y a de l'espace. C'est vrai. Okay? C'est vrai. Ça a l'air con, mais les gens, je comprends pas pourquoi chaque fois je dois répéter ça parce que c'est une sorte de platitude que tu vas entendre de plusieurs personnes. Parce qu'on l'entend, on répète, mais t'as raison. Le Canada, si tu exclues les endroits où il y a littéralement, disons, puis il y a des gens qui l'ont fait, prends les endroits où, à partir de dans n'importe quelle direction, tu n'as aucune personne pour 100 km. OK? Donc, tu exclues toutes les sections où, dans toutes les directions, il n'y a personne pour 100 km. Ouais. La densité de population dans l'espace restant pour le Canada est à peu près la même que pour des pays scandinaves, mettons. OK. C'est à peu près la même chose. Donc, tu sais, le Canada est un grand pays, mais tout le monde est sur le bord de la frontière, puis tout le monde est concentré là, et il n'y a pas beaucoup de monde entre les grandes connexions. Donc, puis t'as raison, l'avion ne va pas virer au territoire du Nord-Ouest. Là. Il fait des lignes, là, tu sais, donc t'as raison, c'est à peu près un 250 km de bande dans le sud où tout le monde, ou à peu près, vit. Dans ce cas-là, pourquoi il n'y a pas plus de compagnies? Moi, j'en compte quelques-unes. Là. Il y a WestJet, il y a Flair, il y a Air Transat, Central Mountain Air, une compagnie que je connais pas du tout. Donc, à part de ça, il n'y a pas grand-chose. Là. Bien, la raison pourquoi tu as ça, c'est la loi sur le cabotage. Okay? Donc, la loi sur le cabotage, c'est que des entreprises étrangères ne peuvent pas faire des services entre les villes. C'est une des raisons. L'autre raison, c'est les restrictions sur la nationalité des entreprises. Donc, tu peux pas avoir... Les compagnies étrangères. Excuse-moi, Vincent, je voulais vraiment pas te couper, mais les compagnies étrangères qui peuvent pas offrir un service entre des villes, c'est vraiment, je sais pas pour qui qu'on se prend, là. C'est un service. Bien, la défense qui est faite de ça, je pense, ça rentre dans la catégorie d'une rationalisation après les faits. On dit la défense nationale. C'est juste que quand ces lois-là sont apparues, c'était à peu près autour des années 1920. J'oublie les dates exactes. La défense nationale, c'était pas exactement une vraie considération, mais c'est uniquement à partir des années 1970 qu'on a commencé à parler de défense nationale, de sécurité nationale, et particulièrement dans les dernières 10 ans, il y a beaucoup de gens qui parlent de la méchante Chine dans l'histoire, mais c'est une rationalisation après les faits. L'origine de la loi, c'était vraiment de protéger les firmes établies. Pendant un moment même, il faut se rappeler qu'Air Canada était une société d'État. Ben oui, c'est un monopole. Donc, c'est un monopole protégé par l'État à toute fin pratique. Là, rentrons pas dans les détails historiques pour s'embourber là-dedans pour une demi-heure, mais c'était conçu pour réduire la compétition. Ça a toujours été ça l'objectif. Et les consommateurs canadiens ont payé très cher pour ça pendant longtemps. Et on a eu une mini-réforme dans les années 80, qui a eu une mini-libéralisation. Et ça avait été positif, c'était très clairement positif, mais on n'a pas été la totale du chemin. On aurait dû aller la totale du chemin et faire ce que l'Argentine fait. On enlève les restrictions sur le cabotage, on permet aux compagnies étrangères de venir et participer dans le marché canadien, d'acquérir des compagnies canadiennes, de faire des partenariats avec des compagnies canadiennes, de telle sorte que tu as un service plus diversifié. Et surtout, il faut qu'on fasse une privatisation complète des aéroports, ce qu'on oublie de mentionner. Oui. C'est que le gouvernement fédéral au Canada fait quelque chose d'absolument crinqué, qui dit, les aéroports sont toujours à moi, je vais donner la gestion à des compagnies privées. Ils vont devoir rentabiliser l'actif pour moi, donc le protéger, le restaurer, faire de la rénovation. C'est un peu comme si je te donnais ma maison, je te disais, tu peux utiliser ma maison, mais tu vas me payer un loyer de un, et tu vas devoir faire toutes les rénovations, tout l'entretien, toutes les choses. Qu'est-ce que tu penses que les compagnies,
les sociétés qui sont en charge des aéroports font. Ils augmentent les prix pour les gates fees, donc combien est-ce que les avions doivent payer lorsqu'ils atterrissent pour utiliser une porte. Ils ont des frais d'amélioration aéroportuaire. C'est pour ça que tu as plein de Canadiens qui traversent la frontière juste pour éviter de payer tous ces frais-là. Puis tu as tous les aéroports complètement ridicules de l'autre bord de la frontière américaine qui font plaisir aux Montréalais ou aux gens de Toronto. Tu sais, t'as un auditeur qui me dit, je traverse, il s'en allait en Floride, il a pris un vol Boston, Fort Lauderdale, ça lui a coûté 125$, mais un billet Québec-Toronto, 750$. Voilà. Oui, mais ça, c'est en partie à cause des restrictions sur le cabotage, parce que tu n'as pas d'économie d'échelle, tu as juste 30 millions de Canadiens pour le nombre de compagnies qui existent, puis tu peux pas essayer d'avoir un plus grand volume où tu organises mieux les choses. Tu peux pas échelonner tes coûts sur plus de monde, en gros. Mais en plus, tu ajoutes la manière bâclée que le fédéral a eu de gérer les aéroports, et le résultat que tu as, c'est que tu as aussi des prix plus élevés à l'aéroport pour les services associés. Oh oui, c'est moins loin, puis c'est 5-6 fois le prix. Là, ça n'a aucun sens. Oh oui, c'est vraiment triste, mais ça, c'est un secteur qui, il faut rajouter que c'est un secteur qui est assez important en termes de dépenses pour les consommateurs. Si tu pouvais réduire les prix, mettons, de 20-30%, ce qui est tout à fait plausible dans un cas de libéralisation aussi complet, c'est beaucoup d'argent qui est libéré pour de la demande dans d'autres secteurs de l'économie. Donc, c'est d'autres secteurs de l'économie aussi qui vont pouvoir s'agrandir, prendre l'expansion. Faut vraiment pas sous-estimer à quel point, de toutes les choses que le gouvernement canadien peut faire on the cheap pour promouvoir la croissance économique, c'est de faire ce que l'Argentine fait, enlever le cabotage, enlever les restrictions sur les propriétés étrangères, privatiser les aéroports. Le mot est clair. Politiciens, sortez vos chainsaws, allez faire un tour, voir M. Millet, il va vous montrer comment ça marche. C'est juste une petite crainte, là, tu sais, ça part. Merci Vincent, toujours un plaisir. On n'aura pas le temps d'aborder d'autres sujets. On va se mettre dans le trou. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Salut, bye. Bye.